Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, où l'on va gratter le vernis de l'histoire officielle pour voir ce qui se cache vraiment en dessous. Aujourd'hui, Tova, on s'attaque à un morceau absolument terrifiant. On connaît tous le nom de Joseph Mengele, mais il y a un pendant asiatique à cette horreur. Un chapitre que l'Occident a étrangement, ou peut-être volontairement, oublié. Bonjour Sarah, oui c'est exactement ça. On a une mémoire très sélective. Si je te dis Auschwitz, tu visualises immédiatement les barbelés, les chambres à gaz. Mais si je te dis Pingfang ou Unité 731, pour la grande majorité des auditeurs, ça ne va rien évoquer du tout. Et pourtant, ce qui s'est passé là-bas, dans la banlieue de Harbin en Mandchourie, rivalise avec les pires cauchemars de l'Holocauste, en termes de cruauté pure. Et le pire, Sarah, c'est que la fin de l'histoire n'est pas celle qu'on croit. Il n'y a pas eu de Nuremberg pour ces gens-là. C'est ce qui m'a le plus choqué en préparant l'émission. On a l'impression d'entrer dans un film d'horreur, mais tout est documenté, tout est réel. Alors, emmène-nous là-bas, Thomas. On est dans les années 30, en Chine occupée par le Japon. À quoi ressemble cet endroit ? Imagine un complexe gigantesque. On parle de 6 km². C'est immense. De l'extérieur, ça ressemble à une scierie ou une usine de traitement de l'eau. C'est d'ailleurs la couverture officielle, le département de prévention des épidémies et de la purification de l'eau. Mais à l'intérieur, c'est l'enfer sur Terre. C'est un complexe ultramoderne pour l'époque, avec des laboratoires, des prisons et même un crématorium. Et le personnel appelle les prisonniers les maruta. Les maruta, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire bûches, des rondins de bois. C'est comme ça qu'ils déshumanisaient totalement les victimes. Pour les médecins de l'unité, il n'y avait pas d'hommes, de femmes ou d'enfants dans les cellules. Il n'y avait que du matériel, des bûches qu'on pouvait consommer et brûler ensuite. Ce terme est important parce qu'il montre la distance psychologique qu'ils avaient réussi à créer. Ils ne tuaient pas des humains, ils coupaient du bois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ces gens ? On parle d'expérimentation médicale, mais on est loin de la simple prise de sang. On est à des années-lumière. Il faut avoir le cœur bien accroché. L'une des spécialités de l'unité 731, c'était l'étude des gelures. Il faut comprendre que l'armée japonaise se préparait à une guerre contre l'Union soviétique, donc dans le grand froid. Ils avaient besoin de données. Alors en plein hiver mandchou, par moins 20 ou moins 30 degrés, ils sortaient des prisonniers dehors. Ils leur faisaient tremper les bras ou les jambes dans de l'eau glacée et ils les laissaient là, immobiles, jusqu'à ce que le membre soit complètement gelé. Mon Dieu. Et ils s'attendaient quoi ? Que ça devienne dur comme de la pierre ? Exactement. Les rapports disent que ça devait sonner comme du bois quand on frappait dessus avec un bâton. Une fois que le bras était totalement nécrosé par le froid, ils rentraient la victime et ils essayaient différentes méthodes de réchauffement. Eau bouillante, eau tiède, feu direct. Le tout pour voir quelle méthode sauvait le plus de tissu. Évidemment, la chair finissait par se détacher, les os apparaissaient, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai lu des choses sur la vivisection. C'est avéré ? C'est malheureusement le cœur de leur recherche. La vivisection, c'est disséquer un corps vivant. Et le détail qui rend la chose insoutenable, Sarah, c'est qu'ils le faisaient sans anesthésie. Sans anesthésie ? Mais pourquoi ? C'est de la boucherie pure à ce niveau-là. Pour eux, c'était de la rigueur scientifique. Ils estimaient que l'anesthésie pouvait altérer les résultats physiologiques. Ils voulaient voir comment les organes réagissaient au naturel face à des agents pathogènes ou des traumatismes. Par exemple, ils infectaient un prisonnier avec la peste, le choléra ou l'anthrax. Et avant qu'il ne meure, pour observer la progression exacte de la maladie sur les organes frais, ils l'ouvraient. Visant, ils retiraient les organes un par un pendant que la personne était encore consciente sur la table. J'ai du mal à trouver les mots. C'est de la boucherie clinique, mais qui est derrière ça ? Qui peut orchestrer une telle usine de mort ? Il faut un esprit particulièrement tordu pour mettre ça en place. C'est là qu'entre en scène le docteur Shiro Ishii. C'est le personnage central, c'est le maître d'œuvre. Ishii n'est pas un marginal, c'est un général, un médecin brillant, charismatique, respecté par l'élite militaire japonaise. C'est un homme qui a une obsession, la guerre biologique. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, le protocole de Genève interdit l'usage des armes chimiques et biologiques. Et la réaction d'Ishii est fascinante de cynisme. Il se dit, si les grandes puissances l'interdisent, c'est que ça doit être extrêmement efficace. Donc pour lui, l'interdiction était une preuve de la puissance de l'arme ? Exactement. Il a réussi à convaincre l'empereur et l'état-major que le Japon devait posséder cette arme pour gagner. Et il a eu carte blanche, budget illimité. Il a recruté la crème de la crème des universités japonaises, des jeunes médecins prometteurs qui voulaient faire avancer la science. Et Ishii, c'était un innovateur, dans le pire sens du terme. Il a mis au point des bombes en céramique. Pourquoi en céramique ? Les bombes classiques sont en métal. Parce que le métal chauffe trop lors de l'explosion et tue les bactéries. Ishii voulait larguer des puces infectées par la peste bubonique sur les villes chinoises. Il a conçu des bombes en porcelaine qui explosaient doucement en altitude pour disperser les puces vivantes. Et ils l'ont fait, Sarah. Ils ont mené des essais sur le terrain.
Ils ont largué ça sur des villages, sur les villes de Ningbo et Changde. On a une idée du nombre de victimes? C'est très difficile à chiffrer précisément, mais les historiens estiment que les activités de l'unité 731 et des unités affiliées ont causé la mort de plusieurs centaines de milliers de civils chinoises par la propagation des épidémies. La peste, le choléra, des villages entiers ont été décimés. Et pendant ce temps, Ishii prenait des notes, il filmait, il compilait des milliers de pages de données sur l'efficacité de ses armes. C'est terrifiant. Mais ce qui me révolte encore plus, Thomas, c'est la suite. La guerre se termine en 1945. Le Japon capitule après Hiroshima et Nagasaki. Les Américains débarquent. On s'attend à ce que Ishii et ses bouchers soient arrêtés, jugés et pendus, comme les nazis à Nuremberg. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Non. Et c'est là le véritable scandale, le pacte avec le diable. Quand les Américains arrivent, ils découvrent l'ampleur des recherches d'Ishii. Le général Douglas MacArthur, qui est le commandant suprême des forces alliées, se retrouve face à un dilemme. On est à l'aube de la guerre froide. Les États-Unis savent que la prochaine guerre sera contre l'URSS. Et ils savent que les Soviétiques sont très intéressés par les données biologiques japonaises. Donc c'est du pur pragmatisme? L'ennemi de mon ennemi est mon ami? Ou plutôt, les données de mon ennemi sont utiles? C'est exactement ça. Les scientifiques américains de Fort Detrick, le centre de recherche biologique des États-Unis, salivent devant les rapports d'Ishii. Pourquoi? Parce que les Américains ne pouvaient pas faire ces tests. Ils ne pouvaient pas infecter des humains avec de l'anthrax pour voir combien de temps ils mettaient à mourir. Ishii, lui, l'avait fait. Il avait les courbes, les graphiques, les dosages précis sur des humains. C'était des données uniques au monde. Une mine d'or scientifique, obtenue par le crime absolu. Et ils ont fait un marché. C'est ça qui est incroyable. C'est officiel? Totalement documenté, bien que resté secret pendant des décennies. Le marché était simple. Ishii remet tous ses microfilms, ses échantillons de tissus, ses protocoles d'expérimentation aux États-Unis. En échange, lui et tous les membres de l'unité 731 obtiennent une immunité totale. Pas de procès, pas de prison, pas même une citation comme témoin au tribunal de Tokyo. Les dossiers ont été classés top secret et expédiés aux États-Unis. C'est écœurant. Ça veut dire que pendant qu'on jugeait les criminels de guerre allemands, les Américains protégeaient activement des monstres qui avaient disséqué des enfants vivants juste pour récupérer des formules de poison. Oui. Le département d'État américain a écrit noir sur blanc que la valeur des données japonaises sur la guerre biologique dépasse de loin la valeur des poursuites pour crimes de guerre. Ils ont littéralement mis un prix sur la justice. Ils ont estimé que le savoir valait plus que la morale. Ishii est mort tranquillement chez lui, d'un cancer de la gorge, en 1959. Il n'a jamais passé une seule nuit en prison. Et les autres? Les milliers de médecins, de techniciens, ils sont devenus quoi? C'est la partie héritage qui fait froid dans le dos. Ils ne se sont pas cachés en Amérique du Sud comme certains nazis. Ils sont restés au Japon, et ils ont prospéré. Comme ils n'ont jamais été inculpés, ils ont repris leur carrière. Beaucoup sont devenus des directeurs d'hôpitaux prestigieux, des doyens d'universités de médecine. Un d'eux est devenu président de l'association médicale japonaise. Un autre a dirigé une grande entreprise pharmaceutique très connue aujourd'hui encore. Donc le système médical japonais d'après-guerre a été en partie bâti par ces hommes? Oui. Il y a même une anecdote terrible. L'un des officiers de l'unité 731, Masaji Kitano, est devenu le patron de la Green Cross, une énorme société japonaise de produits sanguins. Des années plus tard, cette même société a été impliquée dans un scandale de sang contaminé au VIH, comme si l'histoire se répétait. Ce mépris pour la vie humaine était toujours là. Et les victimes dans tout ça? Les familles chinoises? Oubliées. Pendant des décennies, le Japon a nié l'existence même de l'unité 731. Les livres d'histoire scolaire n'en parlaient pas. Ce n'est que très récemment, dans les années 90 et 2000, que des vétérans âgés, pris de remords sur leur lit de mort, ont commencé à parler. Mais officiellement, les États-Unis n'ont jamais présenté d'excuses pour avoir couvert ces crimes, et les victimes n'ont jamais reçu de compensation. C'est une histoire qui laisse un goût amer. On a l'impression que la justice n'est qu'une variable d'ajustement politique. C'est la leçon brutale de l'unité 731. Quand la science se détache de l'éthique, on tombe dans l'horreur. Mais quand la justice se détache de la morale au profit de l'intérêt stratégique, on tombe dans l'oubli. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, Sarah, pour que ces bûches, ces marutas, redeviennent enfin des humains dans notre mémoire. Merci Thomas pour cet éclairage, aussi sombre soit-il. C'est difficile, mais nécessaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre dossier. Merci Sarah.